Merci beaucoup. Donc je crois qu'on a déjà fait un beau parcours dans les normes techniques et alors l'apport du droit. Et c'est vrai que c'est l'articulation entre les deux qui est essentielle. Je ne sais pas s'il y a des questions. On a un peu de temps pour la discussion. On peut un peu déborder. Je ne sais pas si ici, dans le panel, il y a déjà des questions. Oui, Denis. J'ai juste une observation. Alors, je ne sais pas si je dois intervenir, parce que j'interviens juste après. Je trouve que... Bon, je vais faire un petit trait d'humour, hein, tu me le pardonneras, mais bon, je suis quand même content d'être venu, parce que je vois que de la pyramide de Kelsen, on est passé à la pyramide de Strouhal, puisque la législation a été... Enfin, le droit a été réduit à un petit chapeau, mais quand même, dans la fin de l'intervention, la dernière intervention, on se rend bien compte quand même, je trouve... au fond, la conclusion, c'est quand même, on voit bien la nécessité du droit. C'est-à-dire qu'on parle pour la norme technique, ce qui était déjà le cas dans les années 90 avec les normes techniques dans le marché unique, sur la liberté de circulation des marchandises. On voit bien que finalement l'existence de la norme, elle passe quand même par du droit. Et notamment par des présomptions de conformité. Voilà, donc c'est quand même... J'ai un peu le sentiment, quand je vous écoute, au fond, ce qui manque pour faire son succès, c'est quand même une assise légale. Voilà, c'est... l'idée qu'on puisse... Alors, il y a des entreprises qui utilisent des normes de qualité, de ceci, elles ne sont pas forcément obligées de le faire, elles le font. Mais en général, c'est pour des process de qualité industrielle ou en interne, administratif, des choses comme ça. C'est pas directement du Zollern, c'est du devoir-être à l'égard des autres, de l'extérieur, etc. C'est un petit peu particulier comme type de norme. Donc là, je me demande si le rapport à la loi est quand même pas important. Voilà, je le pensais jusqu'à ce que je vois l'article sortir. Et en voyant l'article sortir tel qu'il était rédigé, alors même qu'en plus j'ai rencontré le cabinet de la ministre du numérique, etc., je me suis rendu compte d'un problème quand même, c'est que la loi, oui, mais comment est-elle élaborée ? Contrairement au travail normatif où on le fait à partir de longues discussions collectives, la loi, elle est élaborée par un législateur, entre guillemets, qui est fondamentalement un cabinet ministériel, opaque, auprès duquel on va faire des observations, qui en prend note, qui ne donne aucun retour, qui ensuite... je suis dur, effectivement. Là, pour le coup, j'en ai peu d'expérience, mais sur le coup, tout ce que j'en ai vu n'a été que de déception en déception. Qui comprend mal le sujet, qui fait une loi comportant des dizaines d'articles qui triple avant même d'être arrivé, donc qui comprend encore moins le sujet à la fin, parce qu'effectivement, on a traité tellement d'autres sujets dans l'intervalle que je suppose qu'ils n'ont pas consacré le temps nécessaire, c'est-à-dire les dizaines d'heures qu'il a fallu pour élaborer cette norme, qui arrive devant des parlementaires qui le connaissent encore moins, qui n'en débattent pas, puisque les débats sont publics, donc j'ai pu voir la pauvreté du débat sur cet article dans nos deux chambres, et qui réinvente l'eau tiède avec une rédaction imparfaite qu'on tente de rattraper dans un décret d'application à nouveau confié à l'administration. Le problème, ce n'est pas la loi, c'est sa manière d'être élaborée, en tout cas pour ce sujet précis. Moi-même, j'avais écrit il y a 2-3 ans, et j'avais sollicité d'ailleurs de rencontrer le cabinet Axel, en disant c'est une bonne nouvelle que apparemment vous ayez annoncé qu'il faut mettre un peu de la loi, parce que puisque les acteurs n'ont pas voulu appliquer la norme, on va... Oui, mais pas comme ça. Et alors, soit c'est dû aux circonstances précises de ce cabinet, etc., mais je ne crois pas, hein, parce qu'en l'occurrence... voilà, je rencontre, pour l'anecdote, je suis auditionné par le rapporteur au Sénat de cette commission. Rapporteur de l'opposition, je le précise, ce n'était pas politique. Hein. Aussi bien cette loi émane d'un gouvernement, le rapporteur est dans l'opposition, etc. Voilà, on passe une demi-heure avec un type qui plaisante, qui prend aucune note, même si ses collaborateurs le font, et on voit très bien qu'il n'en sortira rien. Donc les juristes, après, qui est chargé d'interpréter et de contribuer à améliorer, c'est une chose, mais le législateur politique ou administratif qui fondamentalement l'élabore en amont ne le fait pas d'une façon aussi approfondie
que ce que les parties prenantes dans le cadre de ce type de travaux. Ou alors ils auraient dû se contenter de dire, voilà, la norme est d'application obligatoire, à la rigueur. Il faudrait peut-être songer à une norme technique sur le processus législatif. Mais Ça pourrait aider. il y en a, je crois. Peut-être. Bon. Mais cela dit, il faut quand même sur la loi sur l'économie numérique, sur la République numérique, dans les travaux préparatoires, dans l'étude d'impact, etc., ils font de la publicité pour votre norme. Ils n'arrêtent pas, enfin, à plusieurs reprises, ils disent c'est important la norme AFNOR. Donc, tout à fait. Ça prouve qu'ils sont quand même conscients. Oui, bien sûr, mais ils la comprennent trop peu. Ils en sont conscients, mais ils la comprennent trop peu. Ils l'ont lu, ils voient que c'est sympa, etc., qu'ils peuvent en tirer 2-3 trucs. Et donc, ils réussissent même en 4 lignes à écrire des choses contradictoires, etc. Donc, ils font de la publicité pour la norme, mais si je ne les avais pas sollicités, ils ne rencontrent même pas le président de la commission de normalisation pour leur en faire la pédagogie. Oui, c'est à ma demande que je suis reçu. Enfin, c'est quand même... oui. Vous avez raison. Je pense que j'ai lu un avis de la commission des postes et sur le projet de la loi pour la République numérique. Et justement, dans cet avis, ils disent la loyauté des plateformes appartient pas à la domaine de la loi, mais plutôt à une norme. Et il cite l'exemple de la norme sur les avis de consommateurs. Donc, cette idée est là. Et je pense même plus sur le niveau européen, où la normalisation en matière de services et en matière surtout de services numériques a reçu une très forte réception dans cette année avec la nouvelle Standardization Package et aussi en juin de cette année la Joint Initiative on Standardization et initiative collaborative des institutions européennes, mais aussi des associations des entreprises dans les États membres. Et troisième volet, la nouvelle stratégie de normalisation de services publiée par le Comité européen de normalisation en octobre. Version finale sera en mars l'année prochaine. Et j'ai l'impression que la normalisation, surtout dans les marchés numériques, maybe I could switch to English to be more precise. I have the impression that legislating in this very dynamic and fast-changing area of digital markets is extremely difficult. And the approach the legislator has taken so far is trying to enact technically neutral rules in order not because the target is moving so fast. So the solution was, let's keep it technically neutral in order to make it future-proof, the legislation. But writing technically neutral legislation means extremely abstract, extremely general, which does not give enough legal certainty to market participants. And it's probably there where standardization could add an intermediate layer of legal certainty, especially in the digital area. So I'm quite confident that standardization might become more important in the regulatory toolbox at the European level. Sorry for speaking English again. We can continue in English, definitely. No, please don't. Si vous it's souhaitez... Non, après, je suis d'accord avec toi, mais après, c'est vrai que ça dépend, malheureusement, et c'est pour ça que je n'ai pas la solution. Ça dépend de la bonne volonté des acteurs aussi. Voilà.
Je préfère la voie de la normalisation pour les raisons qu'on a évoquées, mais si les acteurs ne jouent pas le jeu, s'ils ne sont pas suffisamment convaincus que les avantages de se rendre conforme à une norme l'emportent sur les inconvénients, ou s'ils estiment qu'ils n'en ont pas besoin parce que la puissance de leur propre réputation, de leur propre marketing, etc., est supérieure à celle de la norme, on reste en l'état, et ça c'est un problème. C'est bien pour ça qu'il a fallu que le législateur intervienne. Donc, vous l'aviez senti la dernière fois, du coup je suis perplexe, c'est pas la solution. Je suis déçu par la voie législative, mais... Je crois qu'on est tous d'accord. Ouais. Simplement, c'est vrai que le petit manque, c'est ce que je disais. Je disais pas que la loi devait définir le contenu. Hein. Je disais simplement qu'il fallait un texte, à mon avis, alors pas forcément qui rende obligatoire, c'est ce que dit Christophe. Hein, mais c'est une possibilité d'appliquer la norme si on veut se conformer. C'est exactement ce qui se faisait dans les années 90 pour les produits. Voilà, c'était juste la chose. Je pense que le petit manque actuellement, c'est ça. On verra ce que dira le décret sur les avis en ligne, puisqu'il y a un décret qui est attendu. Mais par exemple, on pourrait imaginer que le décret se réfère à la norme AFNOR, par exemple. C'est tout à fait... Alors pour le coup, à mon avis, c'est pas avec les parlementaires qu'il faut discuter, mais c'est avec le gouvernement. Oui, tout à fait. Mais en l'occurrence, ce point précis, c'est-à-dire que le décret fait référence à la norme, plusieurs, dont moi, des personnes qui ont été auditionnées par le Conseil national de la consommation, qui est chargé de faire des recommandations au gouvernement pour la rédaction de ce décret, ont plaidé dans ce sens. On nous a quand même laissé entendre que c'était plutôt mal parti. D'accord. Bien. Voilà. Mais on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise. Alors, sur la question du débat gouvernement par le droit, gouvernement par les normes et les intrications entre les deux, parce qu'effectivement, c'est un beau domaine où on voit l'articulation, mais qui n'est pas si facile que ça à faire. Je ne sais pas s'il y a des interventions dans la salle. Oui. Juste savoir si vous pensez que tous les secteurs vont être couverts, parce que par exemple, la dernière fois, je suis tombée sur un débat où il y a des entrepreneurs qui souhaitent mettre en place des systèmes de notation, de les réguler, notamment pour des services tels les médecins, les avocats, et a priori les ordres sont un petit peu réticents à voir se mettre en place ce type de notation. Or ça existe déjà, on utilise Google, on met le nom d'un médecin, on voit qu'il peut être noté, et là ça se fait complètement sans règle aucune. Est-ce que vous pensez qu'à terme, ce type de services pourront aussi, est-ce qu'ils ont intérêt finalement à ce que ce soit régulé? Alors déjà, ça existe déjà. Il y a des sites en France. Ici, en fait, en Belgique en tout cas, a priori, l'ordre des médecins s'y est opposé. Je pense que dans notre droit, si c'est pas interdit, c'est autorisé, déjà en France. Donc par conséquent, comme c'est pas interdit à ma connaissance, en tout cas en France, ça l'est juste par défaut d'interdiction. Il y a des sites qui notent les médecins, en tout cas, sinon les avocats, je ne l'ai pas en tête. Par contre, c'est vrai que dans le cas de la norme, du coup, on sait tout à fait. Il y a eu un débat pour la norme internationale de savoir si on excluait certains secteurs d'activité, comme les médecins notamment. Certaines délégations le suggéraient. On dit pourquoi ? Si c'est interdit dans votre pays, ce sera interdit, même si c'est autorisé par la norme. Et si c'est autorisé, il faut le traiter. Par contre, ça pose des problèmes particuliers dans la mesure où l'authentification, le process quand même repose sur la réalité de l'expérience du service ou du produit, et comment authentifier l'expérience d'un médecin sans donner d'informations à caractère médical, etc. Il y a qui relèvent d'autres problématiques. Il y a des difficultés pratiques comme ça, mais ça a vocation à exister, je pense. Alors après, en Belgique... Fernand ? Un contexte très différent, parce que dans ce dont on a parlé jusqu'à présent, c'est l'entreprise qui gère des avis donnés sur elle-même, ou donnés sur des gens qui s'adressent à elle. Pas majoritairement. On a une plateforme, on a des fournisseurs d'un côté, on a des acheteurs de l'autre, et il peut y avoir des avis, mais tout ça reste, je dirais, dans le même cercle. Dans le cas du médecin ou de l'avocat, on ne demande pas l'avis du médecin, on ne demande pas l'avis de l'avocat, qui ne demandera peut-être pas du tout que l'on parle de lui. Non, en volume, les plus grosses plateformes d'avis ne concernent ni l'un ni l'autre. Ce sont des plateformes où on dépose des avis sur des services. TripAdvisor. Ça, c'est un exemple. Mais TripAdvisor est dans le même cas, c'est-à-dire vous êtes un kidam et vous déposez un avis sur un hôtel, il n'ont de relation ni avec vous ni avec l'hôtel. Donc c'est l'équivalent. Les avis publiés par les entreprises sur leurs propres produits et services, c'est une minorité du secteur. La majorité en volume d'avis,
c'est les avis publiés sur des plateformes de recueil d'avis sur des produits et services tiers. Yelp, TripAdvisor, même Amazon en partie, dans la mesure où voilà, ça pourrait être pas vendu sur la plateforme. Donc c'est pas si différent. Il y a plus de sécurité, ce qu'on expliquait sur les systèmes fermés, où effectivement c'est l'entreprise qui collecte et publie des avis sur ses propres produits et services, parce qu'en général elle a plus de certitude de la réalité de l'expérience de consommation. Mais du coup, c'est un sujet même un peu plus simple en réalité. Le sujet le plus difficile, c'est celui des plateformes qui collectent des avis sur des produits ou services dont ils ne sont pas responsables. Donc exactement comme les médecins. Les sites d'avis sur les médecins sont dans ce cas de figure, mais qui est le cas majoritaire en fait. D'autres questions, remarques? Encore? Juste une petite information, il y a actuellement une procédure d'un avocat aux États-Unis qui a été introduite il y a quelques semaines. C'est un avocat qui a le même nom qu'un kidam pour lequel qui s'est fait accidenter par un métro dans le métro new-yorkais. Il s'est fait avoir par le métro. Il y a une personne qui a mis un commentaire sur Google comme quoi c'était un accident horrible. Et c'est arrivé comme une review de l'avocat new-yorkais. L'avocat new-yorkais est actuellement en train... Et donc, c'est simplement marqué, c'est horrible. En parlant d'un avocat new-yorkais. Et donc, toute la question qui est actuellement en cours, c'est de savoir si, il peut faire demander le retrait du commentaire, si, et si également ça ne rentre pas dans des pratiques éthiques effectivement contestables. Donc, c'est une procédure qui est actuellement en cours. On n'a pas encore de réponse. Bien, merci pour l'information. Oui. Est-ce qu'une solution, un début de solution, ne serait pas d'imposer une transparence sur l'algorithme ou la manière dont les avis sont traités? Le problème, c'est que si vous êtes transparent sur l'algorithme, vous ouvrez la porte à la manipulation. En fait, c'est quasi insoluble. C'est d'ailleurs pour ça que dans la norme française, il y a une solution, une pseudo-solution à ça que j'avais proposée, qui est dans la norme, même si je connais les limites de cette solution, à vrai dire, qui est sur ce sujet précis, c'est-à-dire les sites qui tentent de déceler les faux avis à partir d'algorithmes. C'est de ne pas leur demander comment ils font, mais de leur demander un engagement de résultat. C'est-à-dire, finalement, il y a deux méthodes qui sont proposées dans la norme. L'une, c'est une sorte de crash test. Et on soumet 1000 faux avis et on voit si le site sait les rejeter, dans quelle proportion. Et une autre méthode, c'est cette fois-ci un tirage aléatoire d'avis réellement publiés pour essayer de trouver s'ils correspondent à des expériences de consommation. Mais parce que la méthode consistant à dire quel est l'algorithme, d'une part, ça s'oppose au secret des affaires, on va dire, d'une façon générale. C'est le cœur du business d'une partie des plateformes qui gèrent ce genre d'avis. Donc d'une part, ça ne marcherait pas parce qu'ils leur refuseraient de le donner. D'autre part, s'ils le donnent avec trop de précision, c'est la porte ouverte à déposer des faux avis. Si vous savez comment ça fonctionne, vous détournez le système. If I may add something, I think this is a very important point. There was last year an interesting case in front of the Berlin High Court, Kammergericht in Berlin, concerning Yelp, the platform. What Yelp is doing is, among all the reviews they collect, they mark some of the reviews as not recommended, currently not recommended, if they have doubts about the authenticity about these reviews. And what happened in one case, I think it was about restaurant reviews, from one day to the other, 30% of the reviews for this restaurant were marked as not recommended, which of course was really bad for the restaurant. And the restaurant sued Yelp and said you have to show why your algorithm decided that these reviews are not recommended. And the Berlin court said Yelp has no obligation to make this algorithm transparent. It's a business secret, the algorithm. And I think this is really problematic because the algorithm decides here about market access, decides about inclusion, exclusion, and this
there's a discussion at the moment in Germany whether these algorithms might be disclosed to public authorities. So not in a court, but we're about to establishing a new section in our Bundeskartellamt, in our competition authority, which is probably dealing with this in the future. Yes. C'est une question intéressante. Hein. Effectivement, on déborde un peu sur celle des algorithmes et de la transparence, mais c'est vrai qu'il faut dépasser l'opposition classique confidentialité avec la nouvelle protection, d'ailleurs assurée par la directive européenne en matière de protection des secrets d'affaires qui doit être transposée. Et donc il y aura des enjeux au niveau de la transposition lorsqu'on songe à l'application justement dans le monde du numérique et des algorithmes. Et disons la position inverse qui est la transparence complète. Je pense que dans le domaine du numérique, plus que jamais, c'était déjà le cas avec les logiciels de votation ou les logiciels utilisés pour les élections, effectivement, on ne peut pas offrir la solution. Ça ne peut pas être la transparence, parce qu'alors on pourrait déjouer. Mais il y a beaucoup de travail à faire sur des procédures intermédiaires qui permettent d'avoir une transparence limitée, mais avec un contrôle nécessaire, effectivement, sur ces instances. Donc ça, c'est un sujet assez passionnant, je pense, qui couvre beaucoup de choses dans le monde numérique, parce qu'effectivement, il y a partout des algorithmes ou des logiciels avec des boîtes noires, mais on n'a pas encore bien trouvé, le système pour avoir suffisamment de transparence pour contrôler et pas trop de transparence pour éviter la manipulation. Mais c'est pour ça qu'on avait trouvé l'idée de ne le faisons pas du tout, mais regardons le résultat. Est-ce que le résultat est satisfaisant, suffisamment satisfaisant? On n'ouvre pas la boîte noire, on la laisse fermer. On regarde juste si il donne un résultat satisfaisant en termes de fiabilité des avis publiés, par exemple, etc. C'est d'ailleurs l'un des risques qu'il y a dans l'article de loi de la loi pour une république numérique, hein, qui dit, c'est une seule phrase, mais c'est une des principales, donc le site qui publie des avis, en gros, précise si ces avis font ou non l'objet d'un contrôle, et si tel est le cas, elle indique les caractéristiques principales du contrôle mis en œuvre. Alors, et c'est tout, ça dit que ça. Alors on pourrait se dire, dans ce cas-là, toutes les entreprises qui utilisent des algorithmes vont dire, j'utilise un algorithme. Donc oui, je fais un contrôle et la caractéristique principale, c'est un algorithme. Et même, ils vont être un peu plus précis. Un algorithme qui, en fonction des notes attribuées par les autres internautes, la récence de la vie, etc., fait qu'il est plus ou moins à considérer comme fiable. Oui, mais ça ne veut rien dire. Ça ne dit pas quel est le résultat que cet algorithme permet d'obtenir. Et néanmoins, l'entreprise qui fait cette réponse, qui se justifie comme ça sur son site, peut cocher, voilà, j'ai rempli cette obligation de la loi. Et donc, globalement, elle sera conforme à la loi. Donc, elle donnera un gage de confiance au consommateur, parce que ce sera rendu conforme à une obligation qui, si on la lit naïvement, paraît assez stricte. Hein, mais voilà. Oui, encore peut-être une question-remarque. J'ai simplement une question. Est-ce qu'une des causes du problème n'est pas l'anonymat? Parce que sur Internet, les identités ne sont pas vérifiées. On peut avoir 25 ou bien plus d'identités. Est-ce que ce n'est pas une des causes du problème? Et est-ce qu'on ne devra pas s'attaquer à la facilité avec laquelle on peut se faire passer pour qui on n'est pas, on peut se faire passer pour autant de personnes idéales que l'on veut? C'est un vaste débat, mais l'anonymat est protégé par la vie privée. Hein, et il y a des liens, effectivement, entre les libertés fondamentales aussi et l'anonymat. Mais je ne suis pas en ayatollah de la vie privée, mais il y a des limites. Je pense que vous avez vraiment raison. Récemment, j'ai parlé avec un collègue chinois et il a dit, chez nous, ce problème n'est pas un grand problème parce que l'anonymat n'existe pas dans l'Internet chinois. Donc, je pense que c'est assez difficile de trouver une balance, ça. C'est l'une des causes, mais même si on le traitait, il y a plein d'autres pratiques qui ne seraient pas résolues par celle-là. Par exemple, la suppression d'un avis négatif.
Mais comment déceler de faux avis si la même personne donne 25 fois un avis, elle change un peu le texte, etc. Enfin, il ne faut pas être très très imaginatif. Oui, c'est une des pistes. C'est bien, moi je trouve que, enfin, je ne suis pas très très branché, j'ai peut-être un peu passé l'âge ou la génération, mais je suis toujours très frappé sur Internet de l'anonymat et de l'impossibilité de retrouver qui est derrière quoi. Ce qui est étonné du nombre de sites, enfin je ne passe pas des heures là-dessus, mais bêtement vous tapez, je ne sais pas moi, le Volkswagen, je vous défie de trouver le siège social de Volkswagen sur le site internet de Volkswagen. Il n'y a pas. Je suppose que la société existe. A priori. Non, mais D'accord, c'est vrai. je blague un peu, mais la question de l'identité des personnes physiques, on parle de la vie privée, c'est très bien, mais on sent là qu'il y a quand même des limites. Je ne veux pas tomber dans le système chinois, mais C'est vrai. il y a quand même des limites à trouver. C'est vrai. Denis, tu voulais intervenir? Moi, je suis assez d'accord avec vous moi, sur la question de l'anonymat. Je trouve qu'en plus, il y a une espèce de paradoxe aujourd'hui, c'est que si vous prenez le... Moi, je suis un juriste d'affaires, hein, je suis désolé. Prenez actuellement dans les sociétés, les personnes morales, qui par hypothèse sont des techniques qui permettent d'être anonymes, puisqu'on arrive avec une cascade de sociétés à être anonyme. Paradoxalement, dans le monde d'aujourd'hui, on lutte finalement de plus en plus contre l'anonymat des sociétés en cascade, puisqu'on a vu les Panama Papers, des choses comme ça. Voilà, donc je trouve que... Moi, je suis assez d'accord, c'est-à-dire que je ne vois pas pourquoi, finalement, dans le monde des affaires, on est de plus en plus transparent, au fond, de ce côté-là, côté société. Et pourquoi on ne le serait pas dans ce cas-là, où c'est quand même assez grave. Ce qui a été dit tout à l'heure, par exemple, sur la question médicale, ça pose la question de la responsabilité, pas de ceux qui sont seulement les plateformes, mais ça pose aussi la question de la responsabilité de ceux qui émettent des avis sur Internet, enfin, qui utilisent Internet. Cette question de la responsabilité, on la voit surtout dans un sens, et pas toujours dans l'autre. Or, il me semble que c'est une question qui se pose. Alors, ça suppose de dépasser l'anonymat. Bien, je pense que le temps passe. Si vous avez encore une question, parce que M. Del Taglia ne peut pas rester, donc si vous avez une question pour lui, pour Fabrice, non. Mais sinon... Ah, oui. J'ai pas tout à fait suivi. Dans l'article que vous citez donc, de la loi sur la publique informatique, il est dit qu'un décret va fixer les modalités et les contenus de ces informations. Est-ce que ce décret existe ou est-ce que c'est un vœu pieux pour le futur? Non, il n'existe pas encore, mais il doit être publié d'ici mars prochain. Et c'est dans ce cadre qu'il y a eu des auditions auxquelles j'ai participé devant le Conseil national de la consommation, qui est chargé d'éclairer le gouvernement sur le contenu de ce décret. Simplement, ils sont obligés de faire avec ce qu'il y a quand même comme texte. Forcément, enfin, je veux dire, ça va de soi, mais disons que ce que je vais essayer de leur expliquer, c'est qu'ils avaient une vraie difficulté parce qu'effectivement, ils pouvaient, s'ils précisaient en haut niveau d'information, ils pouvaient rentrer dans ce qu'on disait, ouvrir, faciliter la fraude, s'ils exigent une transparence trop importante. Et si elle n'est pas assez importante, alors la garantie offerte à l'internaute ne le sera pas assez. Donc là, ils ne peuvent que appliquer le texte tel qu'il a été écrit, ils ne peuvent pas en sortir malgré tout, même si c'est un décret. Donc il faut trouver des formulations, on a été un certain nombre à leur en suggérer, pour, tout en restant dans le cadre de la loi, la pousser à ses limites, quoi, on va dire, de précision. Voilà, mais je ne connais pas encore le contenu définitif. Il y a un texte de proposition qui a circulé, mais qui sera encore repris par le gouvernement, etc. Donc, qu'est-ce que ça va donner dans 4 mois, je ne sais pas vous dire. J'ai compris qu'au niveau européen, on travaillait par directive. Pourquoi ne pas travailler directement par règlement? Parce que donc, le problème, c'est justement le fait qu'on est dans un contexte international et pas du tout dans un contexte national. Absolument. Pourquoi au niveau de l'Europe ne pas fonctionner par règlement? Bon, la France, d'ailleurs, dans un premier temps, avait dit on ne va pas s'occuper de ça parce qu'effectivement, ça ne marchera pas si ce n'est pas traité à niveau européen. Puis finalement, c'était l'une des objections de l'époque. Puis finalement, ils ont quand même fait une loi. Certaines des propositions pour améliorer la loi ont été rejetées justement en disant oui, mais ce n'est pas conforme à la directive européenne, qu'il faudrait que la France veut modifier, etc. Juste le projet de directive qu'a présenté Christophe, on va dire, c'est
un avant-projet, puisque c'est pas réellement... Je suis très favorable à leur projet, hein, d'ailleurs. Mais voilà, c'est une discussion draft Académique. voilà, académique. Tout Pour à l'instant, fait. c'est pas pris véritablement par la Commission européenne.